the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Benoît Colomba, vous travaillez à la cellule investigation Radio France. Pierre-Stéphane Faure, vous travaillez pour l'équipe de complément d'enquête. Et c'est la première fois que la cellule investigation et complément d'enquête s'associent pour une enquête sur un sujet qui nous paraissait essentiel, important, qui est celui de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, sujet qui est éminemment polémique et critique aujourd'hui pour des tas de raisons. La première, c'est qu'il y a des questions environnementales fondamentales qui se posent autour de l'organisation de cette Coupe, mais il y a aussi les questions de droits humains, de traitement notamment des migrants qui ont travaillé sur les chantiers, on va en parler. Et puis il y a la question aussi des conditions même dans lesquelles cette Coupe du Monde a été attribuée, et ça fait aussi partie de l'enquête sur laquelle on a travaillé, parce qu'il semble quand même qu'il se soit passé des choses qui interrogent la justice lors d'un déjeuner qui a lieu à l'Élysée. On va peut-être commencer par ça, Benoît Colomba. Ce déjeuner de l'Élysée, c'est quoi? C'est quand? Qui il y a autour de la table et qu'est-ce qui se passe? Oui, alors ce déjeuner de l'Élysée, il se déroule le 23 novembre 2010. Et les dates sont importantes, la chronologie est importante dans cette histoire. Ce déjeuner se déroule à l'Élysée, dans le salon des ambassadeurs. Et d'après ce qu'on sait, d'après le plan de table que les enquêteurs ont pu récupérer, il y a 7 personnes autour de la table, donc le chef de l'État à l'époque, évidemment, Nicolas Sarkozy, son secrétaire général de l'Élysée, homme de confiance, Claude Guéant. Et puis il y a également la conseillère sport de Nicolas Sarkozy, Sophie Dion. Il y a 2 éminents personnages, 2 éminents représentants du Qatar. Il y a le prince héritier du Qatar, qui aujourd'hui est l'émir du Qatar. Il y a le Premier ministre, qui est également ministre des Affaires étrangères du Qatar. Il y a une interprète. Et puis il y a également Michel Platini, qui, à l'époque, est donc le président de l'UEFA, le football européen, et qui est vice-président de la FIFA, donc un personnage très important dans le football mondial. Et alors pourquoi un représentant finalement d'une compétition sportive est là avec un certain nombre de politiques, de personnalités politiques finalement? Alors, c'est toute la question parce qu'il y a vraiment un voile d'opacité autour de ce déjeuner. La justice française considère que ce déjeuner a été un tournant décisif dans le processus d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Parce que je parlais de la chronologie, il faut bien voir que quelques semaines plus tard, le 2 décembre 2010, eh bien c'est le Qatar, à la surprise générale, qui va être désigné pour organiser la Coupe du Monde en 2022. Donc, ce que soupçonnent en fait les enquêteurs, c'est que autour de la table, on n'a pas seulement parlé football et Coupe du Monde, mais qu'on a évoqué d'autres sujets et que finalement une sorte de grand deal aurait débuté, se serait organisé, noué autour de la table. Et donc les enquêteurs tirent un fil, en fait. L'objectif pour l'Élysée à l'époque, visiblement, c'est de convaincre ou finir de convaincre Michel Platini de voter Qatar. Mais Michel pour la Platini, Coupe du Monde, à lui seul, peut faire basculer le vote? Alors, justement, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a son vote à lui, mais il peut faire basculer d'autres dominos, en quelque sorte, d'autres personnes qui votent pour la Coupe du Monde. À l'époque, c'est assez peu de personnes. C'est une vingtaine de personnes dans le gouvernement, l'équivalent du gouvernement de la FIFA, ça s'appelle le comité exécutif. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui votent. Donc, Michel Platini, lui, il a un pouvoir d'influence aussi. On l'a vu d'ailleurs, parce que quelques mois avant, c'est la France qui a été désignée pour organiser l'Euro de football. Et là, on sait qu'il y a des notes écrites par la conseillère sport de l'Élysée, Sophie Dion, que j'évoquais tout à l'heure, et qui suit tout ça de très près. Et l'Élysée compte bien sur le pouvoir d'influence de Michel Platini pour que la France décroche l'Euro. C'est la même chose que l'Élysée espère pour la Coupe du Monde au Qatar. Et lorsque Michel Platini arrive à ce déjeuner, il a déjà l'intention de voter pour le Qatar ou pas? Alors, c'est ce que lui affirme. Il dit, voilà, moi, je savais que je voulais voter Qatar, je voulais qu'un pays arabe ou que les pays de la région aient enfin la Coupe du Monde. Et bon, je suis venu pour annoncer ma décision à Nicolas Sarkozy. C'est normal, c'est le chef de l'État, je ne lui fais pas de ma décision. Sauf que, on voit bien,
que dans le dossier, il y a de nombreux éléments qui vont à l'inverse de cette version-là. Les enquêteurs doutent fortement de cette version-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des proches, très proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy qui eux-mêmes disent « mais non, en fait, quelques semaines plus tôt, Michel Platini, ses collaborateurs disent que lui-même disait à son entourage que le Qatar, ça n'était pas possible, que si jamais c'était le Qatar qui était désigné, ça allait discréditer finalement les autorités du football, que ce soit en Europe ou dans le monde. Et puis, il y a un deuxième élément qui est que Michel Platini, en fait, s'est engagé auprès d'un autre candidat de poids, les États-Unis. Et c'était le favori d'ailleurs, hein, les États-Unis pour la Coupe du Monde 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les témoignages qu'on a, c'est que des collaborateurs de Michel Platini nous expliquent qu'un accord a été passé, que Michel Platini a donné sa parole en quelque sorte pour plaider la cause des États-Unis pour 2022, en échange de quoi Platini a demandé aux Américains de se retirer d'une autre Coupe du Monde, parce qu'ils étaient candidats aussi pour 2018. C'est un billard à plusieurs bandes, mais c'est ça en fait, hein, la FIFA. Et donc voilà comment ça s'est passé. Et d'après ce qu'on a pu comprendre, Michel Platini évolue tout doucement. Juste avant le fameux déjeuner de l'Élysée, il bouge un tout petit peu, il a fait comprendre aux Qataris qu'il pourrait peut-être changer son fusil d'épaule, etc. Mais on voit bien, et ça on a pu le documenter par des notes justement de l'Élysée, on voit bien que pour l'Élysée, il faut convaincre Platini de rallier son suffrage et ses suffrages pour le Qatar et pour 2002. Parce que Nicolas Sarkozy, il s'en est jamais caché d'ailleurs, veut que ce soit le Qatar qui organise la Coupe du Monde en 2022. Donc l'hypothèse sur laquelle travaille la justice, ce serait que ce déjeuner avait pour but de convaincre de manière définitive Michel Platini de voter pour le Qatar, et en contrepartie, dans la discussion, il y aurait eu un certain nombre de sujets abordés, l'idée étant non pas d'instrumentaliser le vote de Michel Platini, mais quelque part d'en tirer quand même un profit aussi pour la France, et il y a un certain nombre de dossiers dont on aurait parlé. C'est ça, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que s'il y a une enquête aujourd'hui par la justice française, donc depuis 2019, il y a des juges qui essayent de comprendre ce qui s'est passé, elle est ouverte pour corruption et trafic d'influence notamment. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu des renvois d'ascenseurs, est-ce qu'il y a eu des intérêts personnels qui se sont greffés à ce qu'on pourrait, comme ça, vu de l'extérieur, considérer comme normal en disant, Michel Platini fait campagne pour un pays, il peut éventuellement changer d'avis, etc. Mais là, on voit qu'il y a une forme d'interférence politique qui vient se greffer à ce dossier-là. Alors, il y a des choses qu'on connaît, qui sont déjà sorties, et on a, avec Pierre Stéphane, reconstitué à nouveau ce puzzle-là. Et puis, il y en a d'autres, de nouvelles pistes qu'on a pu, comme ça, observer et repérer. Alors, les éléments qui sont déjà sortis, c'est le Paris Saint-Germain et les droits télé dans le football. C'est-à-dire que, de toute évidence, lors de ce déjeuner, au menu, si j'ose dire, du déjeuner, il y avait il faut sauver le soldat PSG. C'est-à-dire, à l'époque, on ne l'imagine peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, le PSG perd de l'argent. C'est une très mauvaise affaire. À l'époque, le PSG, donc le club de la capitale, est détenu par un fonds d'investissement américain, qui s'appelle Colony Capital. Et qui dirige Colony Capital en Europe, c'est un très proche de Nicolas Sarkozy, il s'appelle Sébastien Bazin. Et donc là, il y a des éléments, y compris matériels, qui permettent de comprendre que Sébastien Bazin suit de très près la préparation de ce fameux déjeuner de l'Élysée. Non seulement il suit de près, mais en plus, il est informé par Nicolas Sarkozy de ce qui se passe, et il fait passer ce qu'il appelle des messages clés, donc on imagine que ça concerne le Paris Saint-Germain, et tout ça étant lié au soutien de la France à la candidature du Qatar. Hein. Je te soutiens pour 2022 et tu m'aides à renflouer le PSG. Et de fait, le Paris Saint-Germain, dit encore une fois, qui perd beaucoup d'argent, sera racheté quelques mois plus tard, en 2011, par un fonds d'investissement qatari. Donc il y a ça qui est posé sur la table. Il y a aussi, c'est très stratégique, le fait de renflouer le football français, finalement, le championnat de France, qui vit beaucoup par les droits télé. Là aussi, c'est une manne financière très importante. Et là, pareil, le Qatar va mettre au pot, va se positionner sur le rachat des droits télé, va faire monter les enchères, etc. Et donc là, c'est formidable du point de vue du football français.
Donc ça, c'est la première chose. Et puis, avec Pierre Stéphane, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait d'autres sujets qui dépassaient clairement la sphère footballistique. Des sujets qui concernent des grands contrats potentiels à décrocher pour des entreprises françaises au Qatar. Là, il y a des notes qui circulent, alors après le déjeuner, mais tout de suite qui embrayent en disant, voilà, il faut constituer une task force avec des entreprises françaises susceptibles de décrocher des marchés, etc. Et puis, il y a la question aussi militaire. C'est-à-dire que là, on a par exemple une note qui est rédigée avant le déjeuner de l'Élysée par la cellule diplomatique de l'Élysée, où là on voit qu'est-ce qui est dit dans cette note, d'aller susurrer au creux de l'oreille du prince héritier du Qatar, d'aborder la question des avions de combat et d'une défense antimissile du Qatar. Et à l'époque, les avions de combat, qu'est-ce que c'est? C'est les Rafales. La France veut vendre ses Rafales. Alors ce que vous avez aussi découvert, c'est qu'il y a eu le déjeuner, et puis il y a eu le lendemain du déjeuner. Et il semble qu'il y ait un émissaire du prince qatari qui se soit rendu à l'Élysée, qui rencontrait Claude Guéant. Et ça laisse entendre aussi qu'il y a eu une espèce de service après-vente en fait, de ce déjeuner. Oui, ça c'est un épisode très, très trouble et qui n'a pas été raconté en fait jusqu'à présent. Effectivement, là on est au lendemain du déjeuner. Là encore, la chronologie est très importante. Et donc on a ce personnage qui s'appelle Ghanim bin Saad Al Saad, qui est un homme clé en fait à ce moment-là, en 2010, du Qatar. Pourquoi? Parce qu'il est à la tête d'un fonds très important qui s'appelle Qatari Diar. Lui-même dirige une société qui déverse des milliards de dollars dans l'immobilier, et pas seulement, dans plein de domaines d'activité. Et c'est quelqu'un qui a l'oreille de l'émir, clairement. C'est-à-dire que ses affaires, il ne peut pas les faire sans justement référer au Qatar. Et il se trouve que ce personnage-là, donc très influent, a rendez-vous avec Claude Guéant, donc au lendemain de ce fameux déjeuner. On sait pourquoi? Alors, non, et d'ailleurs, Claude Guéant lui-même, qui, je précise, explique aux enquêteurs qu'il n'était pas présent au déjeuner. Il dit, moi, j'étais pas là, on me dit que je suis sur le plan de table, mais j'étais pas là. J'étais juste là au début, au moment de l'apéritif, pour accueillir les Qataris, etc. Je suis passé dire bonjour, quoi. Voilà, bon, donc lui, il dit, j'étais pas là. Donc c'est un déjeuner qui est un peu radioactif, en fait. Même ceux qui ont participé disent, j'étais pas là, ou j'étais au bout du couloir, ou je m'en souviens plus. Ce qui est le cas de Sophie Dion, également la conseillère sport. Et concernant cette rencontre, les enquêteurs l'interrogent là-dessus. Il dit, non, vraiment, ça me parle pas du tout, etc. Pourquoi c'est important? C'est pas du tout anecdotique, cette histoire. C'est que cette personne a un profil qui est très intéressant. C'est pas seulement un homme d'affaires qatari. C'est aussi quelqu'un qui a un côté très sulfureux, c'est-à-dire qu'il est poursuivi dans plusieurs dossiers judiciaires. Premièrement, dans l'affaire de la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il est soupçonné d'avoir corrompu, d'avoir versé de l'argent à des votants de la FIFA qui ont pu désigner le Qatar pour la Coupe du Monde, donc c'est quand même pas rien. Et deuxièmement, il est soupçonné dans un autre dossier qui concerne une prise de participation de son fonds d'investissement dans une très importante entreprise française, Veolia. Donc en 2010, le fonds de Al Saad met un pied dans Veolia, et là, il y a une enquête qui est ouverte. Pourquoi? Parce qu'on le soupçonne d'avoir versé des commissions, plus de 180 millions, dans des sociétés offshore, avec de forts soupçons de rétrocommission, l'argent que lui aurait récupéré par l'intermédiaire d'un collaborateur dans une coquille offshore. Et donc tout ça, évidemment, interroge les enquêteurs, de voir cette personne qui est là, qui va rencontrer Claude Guéant au lendemain de ce rendez-vous où il a été question de contrats d'investissement du Qatar. Voilà. Et donc ça, c'est un fil que tirent les enquêteurs. On sait qu'il y a des investigations qui sont en cours, notamment des commissions rogatoires, c'est-à-dire des vérifications sur les comptes de cette personne. Je précise que dès 2012, quand le Qatar a vu que ça commençait à prendre une mauvaise direction, cette personne a été démise de ses fonctions à la tête du fonds qatari. Un dernier mot, Benoît, avant qu'on parte au Qatar, avec Pierre Stéphane. Où en est l'enquête aujourd'hui? Quel est le juge qui est en charge du dossier? Alors, l'enquête, elle avance, mais plusieurs juges d'instruction ont déjà eu le dossier en main. Ce qu'il faut dire jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas eu de mise en examen. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'investigations qui ont été effectuées, mais pour l'instant, au moment où on parle, il n'y a pas eu de mise en examen. Il y a un nouveau magistrat
qui vient de prendre le dossier en main, et pas n'importe lequel. C'est Serge Tourner. Serge Tourner, c'est quand même un magistrat emblématique des plus grandes affaires politico-financières de ces dernières années. On peut en citer de multiples. Il y a eu l'affaire Tapie, l'affaire Fillon, les sondages de l'Élysée, l'affaire des soupçons de financement de la campagne électorale par la Libye de Nicolas Sarkozy. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment rompu à des affaires complexes. Donc il reprend le dossier, les investigations se poursuivent. Et voilà, c'est vraiment une affaire qui est susceptible de prendre encore une toute autre ampleur. Dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qu'on voit bien quand même, pour finir là-dessus, c'est que autour de ce déjeuner, c'est que vraiment c'est une affaire qui dépasse, d'après ce qu'on peut comprendre, vraiment strictement les affaires du football. Voilà, c'est que vraiment, il y a un aspect, y compris, on parlait des contrats d'armement, y compris au niveau géopolitique. On sait que quelques mois plus tard, il y aura le renversement de Kadhafi avec l'aide de la France et aussi le soutien du Qatar. Donc voilà, c'est vraiment ce déjeuner est vraiment un peu comme le dit un de nos interlocuteurs, c'est un peu comme un domino. Voilà, c'est un peu un domino qui à un moment tombe et fait tomber plein d'autres dominos derrière. Donc voilà, il faut... On dit toujours le temps médiatique et pas le temps de la justice, bien sûr, donc ça va prendre encore du temps. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on commence quand même à voir les pièces du puzzle qui s'assemblent. Très bien. Alors, on va maintenant se rendre au Qatar, puisque vous, Pierre-Stéphane Faure, vous êtes allé au Qatar dans le cadre de notre grande enquête, et vous avez vu des choses assez hallucinantes. Moi, j'aimerais, dans un premier temps, que vous nous décriviez le contraste qu'il peut y avoir entre l'hôtel de l'équipe de France de football, où ils vont résider pendant la Coupe, à partir du 20 novembre, et l'endroit où logent les agents de sécurité de cet hôtel. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu. Alors, quand j'arrive dans l'hôtel des Bleus, j'ai une caméra cachée et je me fais passer pour un touriste français qui a envie de visiter le camp de base des Bleus. Ça m'intéresse. Voilà, je dis aujourd'hui, je suis en congé, j'aimerais visiter. Il me laisse rentrer. Sur moi, j'ai une caméra cachée. Je suis accompagné avec l'un des lanceurs d'alerte qui m'a beaucoup aidé sur le terrain. Et on rentre dans ce 5 étoiles extrêmement luxueux, c'est-à-dire que c'est un temple du luxe. Il y a une hauteur sous plafond qui doit être d'environ 15 mètres, entièrement faite en marbre. On rentre là-dedans et on va tout de suite au bar. Le bar s'appelle l'Élixir. Et un peu partout, il y a des références au luxe français. Il y a de la marqueterie, les grandes marques françaises de luxe sont présentes. On discute avec une serveuse francophone sur place qui nous dit « Ah bah Didier Deschamps était là il y a quelques jours ». Oui, je sais, c'est pour ça que je suis là. Et on continue cette visite. Alors, à l'extérieur, il y a une gigantesque piscine avec un bar dans l'eau. Il y a une très riche clientèle occidentale qui est là. C'est environ 4 à 500 € la nuit dans cet hôtel. Au Qatar, c'est quand même une fortune, en tout cas pour les travailleurs migrants. Je veux dire. Ça représente un mois de salaire pour eux. Donc voilà, une nuit dans cet hôtel, c'est un mois de salaire pour les travailleurs qui sont dans l'hôtel. On déambule et en fait, un petit peu partout, on voit des petites mains, des jardiniers, des personnels d'entretien, des gardiens, et on s'intéresse à eux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas leur parler. J'ai envie de leur parler, j'ai envie de leur demander, alors, est-ce que vous êtes bien traités ? Est-ce que votre salaire est bon ? Où est-ce que vous logez ? Mais il y a des caméras partout, tout est extrêmement surveillé. Il y a des managers de partout, et je ne peux pas leur parler sans risquer de leur attirer des ennuis. En quittant l'hôtel, on repère en fait les agents de sécurité. Et sur leur uniforme, il y a la marque qui les emploie, United Security Service. Donc là, j'ai un indice, j'ai une piste. En sortant de l'hôtel, on décide d'aller voir comment vivent ces gardes. Et c'était pas très compliqué finalement. On cherche sur Internet, United Security Service, on voit que les gardes vivent... Quand vous dites « on », c'est l'équipe que vous êtes ? L'équipe que je suis, et puis aussi je suis en lien constant avec mes rédacteurs en chef, les rédacteurs en chef de Complément d'enquête, ma rédactrice en chef Delphine Lopez. Qui font des recherches derrière pour qui m'aident, qui m'encadrent. Et on trouve où vivent ces gardes dans la zone industrielle. La zone industrielle, il y a environ 500 000 personnes qui y vivent. C'est un lieu qui est quasiment laissé à l'abandon. C'est un lieu désertique, empli de cimenteries, de camions, de bus. C'est vraiment un lieu où on met la main-d'œuvre sous-payée au Qatar. Ils vivent tous là-bas. Et c'est une zone qui est interdite aux Occidentaux. On n'a pas le droit d'aller là-bas, on n'a pas le droit de filmer sans autorisation. En fait, personne ne se rend là-bas. Vous ne croiserez jamais un Occidental dans la zone industrielle. Et donc on y va, on repère l'immeuble dans lequel vivent les gardes,
je me déguise en réparateur du Wi-Fi, parce que je connais personne en fait, je connais aucun garde. Et donc j'ai aucune raison d'être là. Je suis blanc, occidental, qu'est-ce que je pourrais faire là? Et donc ça risque d'attirer l'attention. Donc la couverture, la légende, c'est je viens réparer le Wi-Fi. Donc j'avais trouvé une casquette d'une compagnie téléphonique locale, j'avais mis un pantalon un peu technique, et voilà, on s'est dit, si on nous pose des questions, on répondra à ça. On a pu rentrer à l'intérieur, et en fait, tout de suite, on constate que les conditions de vie des gardes sont déplorables. Tout de suite, on voit la crasse partout. Tout de suite, on voit les cuisines qui sont assez choquantes. Enfin, voilà, on n'aurait pas envie de se faire à manger là-dedans, quoi. Et en fait, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que l'employeur qui est censé entretenir cet immeuble, où il loge ses employés, en l'occurrence les gardes de l'équipe de France, ne le fait pas. Il n'y a pas d'entretien du tout. Tout est laissé à l'abandon, quoi. Voilà. On déambule un petit peu là-dedans. Alors voilà, il y a des gardes qui nous posent la question, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Où est votre Wi-Fi? Est-ce qu'il fonctionne bien? Bon, on se promène. Et on ouvre des portes. Je rentre dans des chambres, et là, je vois que, une nouvelle fois, les réglementations en vigueur au Qatar ne sont pas respectées, c'est-à-dire ils sont 6 dans des toutes petites chambres de 8 ou 10 mètres carrés, entassés sur des lits superposés, la climatisation est en panne. Voilà, si vous voulez, les normes élémentaires du bien-être des employés ne sont pas respectées, très clairement. Vous dites dans l'émission, une des émissions qu'on a diffusées, que même des animaux, on ne les traiterait pas comme ça. Je le pense, en tout cas avec notre point de vue occidental, je pense oui que c'est extrêmement choquant. Mais ceci étant, en fait, il n'y a pas besoin d'être occidental pour être choqué, parce que quand on parle avec ces gens-là, on sent leur détresse. Ces gens vivent dans la détresse. C'est-à-dire qu'ils ont un travail qui est difficile, un salaire qui n'est pas très élevé, et des conditions de vie qui sont indécentes. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être occidental pour ressentir ça. Alors, vous évoquiez la surveillance permanente que vous avez constatée au Qatar. Et alors, pour ça, vous avez dû utiliser un certain nombre de stratagèmes pour travailler. Alors, racontez-nous, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous aviez un masque chirurgical, vous étiez laissé pousser la barbe, vous mettiez une casquette. Comment vous fonctionniez pour ne pas vous faire repérer, justement? En fait, dès qu'on arrive à Doha, on sent quand même une atmosphère un petit peu paranoïaque. Tout de suite, il y a des caméras partout. C'est une anecdote, mais dans le couloir de ma chambre d'hôtel, il y a 4 caméras entre l'ascenseur et ma chambre d'hôtel. J'ouvre la porte de ma chambre d'hôtel, il y a une caméra qui est devant moi. Enfin, voilà, il y a des caméras partout. Les grooms, c'est-à-dire qui nous ouvrent la porte, font des rapports à la police. Je me souviens d'une anecdote, je sors de l'hôtel et le groom me dit « Quelle est votre chambre ?» Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que je dois noter à quelle heure vous entrez et à quelle heure vous sortez. » Je dis « Ah bon? Mais pourquoi ?»« Parce que tous les jours, on appelle la police et on leur dit. » Ah, d'accord. Voilà, c'est ça l'ambiance là-bas. Et donc, quand on y est de manière clandestine pour réaliser un reportage clandestin, il y a quand même une atmosphère un peu lourde parce qu'on se dit, OK, ils vont peut-être venir m'arrêter tous les matins. De stress, de fébrilité, de trac. Et donc, il faut ruser. Impossible de sortir de l'hôtel habillé à la manière des migrants. C'est impossible parce que tout de suite, on se demanderait pourquoi il est habillé comme ça. Enfin, pourquoi il n'a pas une chemise, c'est bizarre. Donc je prenais mon petit sac et dans mon sac, il y avait mes affaires, mon déguisement, si je puis dire. Et je me changeais à l'arrière des taxis. Oui, Ce déguisement, vous l'avez acheté où? Je l'ai chiné dans une friperie pour migrants. J'ai acheté des habits usagés pour que ça ait l'air crédible. Et en fait, à chaque fois que tous les jours, j'avais trouvé un taxi en qui j'avais confiance. Donc je travaillais qu'avec lui pour éviter de laisser trop de traces et que trop de personnes me voient faire ce petit manège, quoi. Et tous les jours, oui, je me changeais à l'arrière du taxi, derrière les vitres teintées, en fait. Ce qui me permettait d'accéder aux zones où on n'a pas le droit d'aller. Alors, pour filmer, vous aviez une espèce de caméra? J'avais 2 smartphones et puis une caméra cachée. Et ça, c'était le premier stress, en fait, du voyage. C'est-à-dire, j'arrive sur place avec Quentin Muller, qui est un journaliste spécialiste du Moyen-Orient, qui va m'aider la première semaine. Il a un réseau sur place et il va me permettre de rencontrer certaines personnes qui ensuite vont m'en faire rencontrer d'autres. Et c'est comme ça qu'on a créé le réseau. Et donc, notre premier stress en arrivant à l'aéroport, c'est est-ce qu'ils vont trouver les caméras cachées? Est-ce qu'ils vont fouiller la valise? Oui, non. On avait pris un vol tardif en se disant ils seront peut-être un peu moins attentifs et ça a fonctionné. Ils n'ont pas fouillé les valises. Et vous envoyiez vos rushs tous les jours et ensuite vous les effaciez? Alors tous les soirs, quand je rentre de la journée de tournage, on avait mis en place avec Complément d'enquête et ma production TV Presse, Studio Fact, on avait mis en place un système d'envoi crypté en utilisant notamment des VPN de bon niveau.
Et tous les soirs, j'envoie tous les rushs à la production, donc je ne dors pas. Pour être sûr qu'ils soient à Paris, Voilà. même si on vous les avait volés. Quoi qu'il arrive, même si le matin, ça vient toquer à la porte en disant bonjour, c'est la police, les images sont arrivées à Paris. Et surtout, en fait, ça me permet d'effacer les images. Avant de dormir, j'efface les images. Ils viennent, ils ne trouvent rien, quoi. Ils n'ont pas le visage de ceux qui m'aident. Alors une fois que vous êtes rentré à Paris, vous avez informé, j'imagine, la Fédération française de football de ce que vous avez trouvé là-bas, pour les faire réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ça s'est joué en 2 temps. J'ai eu une première rencontre avec Noël Le Graët et je lui ai dit, voilà, je voudrais une interview avec vous pour vous montrer certaines images. J'ai pu constater sur le terrain que certains de vos sous-traitants, certains des sous-traitants de l'équipe de France, étaient maltraités. Alors là, on m'a répondu, ah bon, ah oui, c'est embêtant. Bon, on va mener une petite enquête. Très bien. Donc on se rencontre 2 mois plus tard et ils ont mené leur petite enquête. Voilà, la FFF a mené sa petite enquête. Donc j'ai cette interview avec Noël Le Graët et c'est ma première question. Bon alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur le terrain, les membres de votre équipe? Noël Le Graët a cette réponse assez étonnante. Il me dit, ils ne sont pas revenus en pleurant. Ok. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu alors? Ils ont vu que l'hôtel est magnifique, la nourriture est superbe, je sais pas, tout ça. J'ai dit, ok, mais sur les sous-traitants, c'est de ça dont on parlait? Non, on n'a rien trouvé. Ok. Donc là, je lui montre les images du tournage. Et je lui dis, est-ce que vous êtes surpris? Quelle est votre réaction, en fait? Et à ce moment-là, Noël Le Graët a une réaction qui est assez étonnante, en tout cas qui lui appartient, mais on a l'impression qu'il minimise un petit peu, en fait, les images que je lui montre. Il me dit, non, mais vous savez... Ça, on peut le trouver ailleurs, ouais, un petit coup de peinture, on peut le trouver on change un réchaud. Un petit coup de peinture, on change de réchaud et c'est terminé. En fait, l'impression que j'ai à ce moment-là, c'est qu'il ne prend pas vraiment l'ampleur du problème. Pourtant, la presse en parle depuis des années, les ONG comme Amnesty International en parlent depuis des années, des problèmes des conditions de vie et de travail des travailleurs au Qatar. Mais j'ai l'impression qu'il a été complètement imperméable à ça avant que je lui montre les images. Donc voilà, il a cette réaction un peu étonnante en me disant de réchaud à changer et un coup de peinture. Mais ça a quand même changé des choses. Mais effectivement, j'ai reçu là, assez récemment, il y a quelques jours, un communiqué de la FFF qui me dit, en creux, grâce à votre enquête, grâce aux images que vous nous avez montrées, on a investigué et on a décidé de se séparer de cette compagnie de sécurité qui maltraitait les gardes. Très bien, merci Pierre-Stéphane pour ces explications assez étonnantes. Merci Benoît, et puis rendez-vous pour la prochaine enquête, Cellule Investigation de Radio France, complément d'enquête sur France 2. Avec plaisir.